l'association Amiso, président de l'association Amiso. L'association Amiso a débuté en 2010, il y a actuellement 15 ans. Mais de 2010 à 2022, il n'y avait pas de document. C'est 2022 que nous avons pu avoir le récépissé. Quand ils ont vu qu'est-ce que nous faisons sur le terrain, on nous a décidé, le préfet a décidé de nous remettre le récépissé et de publier au mois de mai sur le journal officiel de l'association, qui a commencé à travailler. Amiso veut dire Association Migrants Solutions, parce que dans la vie, si nous regardons, le migrant est comme un fardeau, et cela ne doit pas être comme un problème. C'est pourquoi, par ce nom de l'association et ce que nous avons, on a privilégié le vivre ensemble. Si nous venons en France seulement pour avoir un titre de séjour, ce sera très difficile d'avoir le titre de séjour. Tu peux avoir le titre de séjour, tu ne feras rien. Mais la première chose, c'est que comment je vais faire pour m'intégrer en France, et après maintenant, c'était mon but, c'était l'objectif, le pourquoi. J'ai décidé maintenant de dire que cette association est pour tout le monde. Tous ceux qui se retrouvent migrants de partout où ils viennent, nous les avons accueillis pour les aider dans les démarches administratives. Quand on dit démarches administratives, les gens vont voir, c'est le titre de séjour. Non, non. Le compte bancaire, comment avoir un compte bancaire, comment savoir commencer quelque chose. Nous avons travaillé sur beaucoup de choses. Parce que le titre, ce n'est que la dernière chose. Le titre ne peut pas être devant. Le titre ne peut pas être devant. C'est quelque chose qui doit être au milieu. C'est comme ça que nous avons travaillé, parce que si tu te focalises sur le titre, tu n'auras pas. Il faut se focaliser, il y a d'autres choses qui sont plus importantes que le titre. Donc c'est comme ça que l'association a fait jusqu'à aujourd'hui, où nous comptons 8000 personnes. C'était seul en 2010-2022, on était 700, mais aujourd'hui on est à 8000 et quelques. Et vraiment, je suis content en tant qu'association que beaucoup de gens ont répondu. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail d'un groupe. Chacun vient ses idées. J'ai l'habitude de le dire et je le dirai. La lune ne remplace pas le soleil ne remplace pas la lune. Chacun a sa mission à faire et ils le feront, chacun le fera. C'est ça l'association Amiso. Merci. Bonjour à tous. Et dans la continuité de ce qu'a pu dire le président de l'Amiso, je suis très heureux d'être là, d'être avec vous aujourd'hui. Lorsque j'ai été sollicité par Aliou, je n'ai pas hésité une seconde. Parce que le droit des étrangers, c'est un sujet qui, pour moi, me tient particulièrement à cœur. Particulièrement à cœur du fait des injustices croissantes auxquelles sont confrontés les étrangers en France. Du fait de la xénophobie, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, du racisme, et de toutes ces contre-valeurs qui sont aujourd'hui promues par une administration et voire même par certains démembrements de l'État et qui sont totalement assumés. L'immigration aujourd'hui, vous l'avez tous compris, c'est un sujet majeur. On va le dire sans faux fuyant, c'est le seul sujet aujourd'hui qui mobilise l'ensemble des membres et partis de pouvoir aujourd'hui. On ne parle que d'immigration, jour et nuit. Monsieur en a parlé tout à l'heure, on voit le migrant comme la peste, on le voit comme celui à fuir à tout prix, et puis derrière, il y a des réformes sempiternelles qui se multiplient tous les ans. Tous les ans, on a une réforme qui est annoncée ou qui est mise en œuvre pour durcir le droit au séjour en France. Et donc le droit des étrangers aujourd'hui, quand on voit le nombre d'avocats qui le pratiquent, il est insuffisant. L'association des avocats praticiens du droit des étrangers compte un peu moins de 400 membres, c'est insuffisant. On est aidé dans cette tâche-là par des associations, notamment la CIMAD, et que d'ailleurs je remercie tous les jours, pour aujourd'hui faire front à l'injustice, faire front face aux difficultés qui sont les vôtres, qui sont celles de nombreux étrangers qui sont aujourd'hui en France. Et donc, c'est l'objet de ma présence ici aujourd'hui, vous dire d'ores et déjà que je vous soutiens. Et que c'est un combat pour moi de tous les jours, en permanence. On se bat contre l'injustice qui nous est faite par l'administration, contre l'injustice érigée en valeur ici
vis-à-vis des étrangers. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion. Moi, je veux cette conférence-là extrêmement participative. Je n'ai pas préparé de notes. Je veux que vous soyez libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Que vous puissiez au sortir d'ici avoir les éclaircissements les plus essentiels sur la question du droit des étrangers, sur les procédures, sur les régularisations, sur l'état du droit, sur les réformes. Je veux vraiment que vous vous sentiez libre de poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour l'heure, je ne vais pas monopoliser plus que cela la parole. Je vais la passer au directeur de la CIMAD. Bonjour, donc je m'appelle Alain Juniot, je suis bénévole à la CIMAD. Comme je disais à certains d'entre vous tout à l'heure, j'ai un certain lien avec l'Afrique de l'Ouest en particulier, puisque là je suis retraité de l'éducation nationale, j'étais professeur de français. Une faute inconsciente, enfin qui ne paraissait bien sûr pas une faute, voilà, mais qui va être une tâche dont on ne peut pas se débarrasser et qui va empêcher ensuite toutes les démarches. Enfin, c'est des choses terribles. Alors, peut-être qu'à l'usure, cette personne obtiendra la nationalité française parce qu'elle le mérite, mais exemple comment dirais-je, d'absurdité un petit peu de toutes ces mesures. Hein, voilà. Voilà, donc je vais pas être trop long parce que tout ce que je voulais dire, ça a été dit, et donc c'est vrai que ça sera plus intéressant peut-être de répondre à des questions qui seront sur des points particuliers. Voilà. Alors justement, pour approfondir ce que M. Juniot a dit, le droit d'asile, il est, pour certains, une voie ouverte, facile, vers la régularisation. Et c'est une erreur de le penser. On fait une demande d'asile lorsqu'on a des raisons suffisantes de craindre des persécutions dans son pays d'origine. Regardez le taux d'approbation des demandes. En France, il est autour de 13%, ce qui veut dire qu'il y a 87% de gens qui sont dégoûtés de leur demande d'asile. Vous avez en face de vous, que ce soit à l'OFPRA ou devant la CNDA, vous avez des professionnels dont c'est le travail de détecter des faux. Parce que oui, on ne va pas se le cacher, on est entre nous. Certaines demandes ne sont adossées à rien. On arrive sur le territoire national et très souvent on est mal conseillé. On est conseillé par un proche qui va vous dire en fait il faut faire une demande d'asile. On ne fait pas une demande d'asile comme ça. On ne fait pas une demande d'asile comme ça. Et puis oui, il en a parlé, M. Juniot. Ce sont les OQTF les plus difficiles à annuler. Vous arrivez sur le territoire national il y a 1 an. Vous faites une demande d'asile. Procédure accélérée, ou même hors procédure accélérée, et vous êtes débouté. Quels sont les supports qui pourraient permettre à l'avocat d'annuler l'OQTF ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc l'asile, ce n'est pas une voie facile d'obtention d'un titre de séjour. Et on le constate, en fait, finalement, dans l'imaginaire collectif. Quand vous recevez un individu au cabinet, il va vous dire « Monsieur, est-ce que vous avez fait une demande d'asile ?» Oui. C'est quasi systématique. Allez, sans grossir les stats, on va dire 2 personnes sur 4 ont fait une demande d'asile en arrivant sur le territoire. Parce qu'elles ont été conseillées par des proches, parce qu'elles pensaient... Non. Ne vous engagez pas dans ces voies-là lorsqu'il n'y a rien qui vient, même si le récit est vrai, même si c'est votre parcours de vie, qui viendrait corroborer votre histoire personnelle. Il faut des preuves. Il faut des preuves matérielles qui vont aider tant l'OFPRA ou la CNDA à vous délivrer donc la protection que vous réclamez. Sur ça c'était le petit approfondissement que je voulais faire sur la question de l'asile, et puis sur la question de la nationalité. Monsieur Juniot vous a parlé donc de ces profils-là qui sont ajournés pour avoir eu un enfant avec un ressortissant étranger. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Vous avez d'une année à une autre 40 000 personnes naturalisées en moins. 40 000 en moins. Et ça ne va pas aller pour s'arranger. Quand on regarde la proposition de loi le projet de loi qu'avait déposé le Rassemblement national en 2024 et qui n'a pas été étudié, et qu'est-ce qu'il préconisait sur la question de la naturalisation ? Dénaturalisation ordonnée en Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'en fait on va s'asseoir et décider en Conseil des ministres que monsieur Aliou, pour parler de mon ami Aliou,
puissent être français, décidés en Conseil des ministres. On a une échéance importante, je pense, politique en 2027. Qu'est-ce que ce sera la naturalisation en 2027? Tout le monde s'interroge. En attendant, aujourd'hui, c'est durci. C'est extrêmement durci. Là, j'ai un contentieux en cours devant le tribunal administratif de Nantes, une dame qui a été ajournée pour 14 € d'impayés. Arriver sur le territoire national avec un visa leur permettant l'installation. Il y a beaucoup de méconnaissances de la loi qui justifient donc des situations d'irrégularité qui auraient malheureusement pu être évitées. On va se concentrer ici sur les situations majeures, celles de ceux qui sont présents sur le territoire national, sans titre de séjour. Monsieur le Président vous l'a dit tout à l'heure, il y a deux grandes catégories de titres de séjour. Il y a les titres de séjour qui relèvent d'une admission au séjour de plein droit, qui veut dire par séjour de plein droit que le préfet à ce moment est tenu de vérifier le respect des conditions légales pour vous délivrer un titre. Et puis il y a l'admission exceptionnelle au séjour où le préfet, cette fois, a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Discrétionnaire. Il va vérifier un certain nombre de conditions qui sont posées soit par des circulaires, soit par la jurisprudence. Qu'est-ce qu'on appelle jurisprudence? C'est les jugements habituels des tribunaux administratifs sur des situations données. Ce sont des critères que cette jurisprudence-là vont permettre de faire ressortir et qui vont déterminer un préfet à vous délivrer un titre de séjour ou pas. Aujourd'hui, vous l'avez compris, et je le dis souvent, et je n'ai pas peur des mots quand je parle de droit des étrangers. La France ne peut plus régulariser. Ou alors choisir qui elle veut régulariser. Et je pense qu'en tant qu'étranger, il faut bien l'intégrer. Il faut bien l'intégrer. Le séjour de 2-3 ans sur le territoire national et la demande faite depuis son salon, c'est plus ça aujourd'hui qui va vous permettre d'avoir un droit au séjour. Il y a beaucoup de méprise. Et c'est d'ailleurs, aussi je vais insister sur ce point-là, ce qui rend nécessaire de vous tourner régulièrement vers des associations comme celle que vous portez aujourd'hui, mais vers des professionnels. On ne peut plus faire l'économie de cette démarche-là sur le territoire national. Vous voyez, il y a quelque chose que je regrette profondément. C'est qu'un étranger soit sur le territoire national et que ce soit au bout de la 5e, 6e, 7e, 8e, 10e année qu'il frappe à la porte d'un cabinet d'avocats. Que de temps perdu! Que de temps perdu! Parce que si, dès l'arrivée sur le sol national, on fait cette démarche-là vers un professionnel, vers une association, eh bien on prépare la régularisation. Je le dis, la régularisation, ça se prépare. Ça ne tombe pas tout de go, ce n'est jamais acquis, ça se prépare. Et ça passe par avoir les bonnes informations. J'accueille régulièrement, en moyenne, entre 600 et 1000 personnes à mon cabinet par an. Et je ne parle même pas des appels téléphoniques. Et vous avez dans le lot des gens qui arrivent un matin et qui vont dire « Maître, bon, je sors de ma cave, on m'a dit qu'après 10 ans de présence sur le territoire national, je pouvais avoir un titre de séjour de plein droit. » Mais c'est faux. C'est faux. C'est répandu, mais c'est faux. Donc il y a beaucoup de lieux communs mauvais, avec de mauvaises indications, avec de mauvais conseils. Ce qui va compter sur le territoire national, pour parler de l'admission exceptionnelle, parce que c'est ce qui concerne un certain nombre d'étrangers, qu'est-ce qui va compter? Qu'est-ce qu'on va regarder pour considérer qu'un individu revêt les conditions d'admission au séjour de manière exceptionnelle? On va regarder l'ancienneté. L'ancienneté de présence sur le territoire national. Et je tiens à rassurer un certain nombre d'entre vous. Vous avez pu entendre récemment le ministre de l'Intérieur sur sa circulaire en disant qu'il invitait les préfets à avoir un droit de regard sur les étrangers présents en France depuis 7 ans. Ça n'implique pas que vous soyez nécessairement présent sur le territoire national depuis 7 ans pour avoir un titre de séjour. Non, c'est une circulaire. En termes de hiérarchie des normes, une circulaire, ça ne vaut pas grand-chose. Ça n'a de valeur qu'indicative. C'est-à-dire qu'en fait, on dit au préfet, aujourd'hui, en faisant usage de votre pouvoir discrétionnaire d'appréciation, portez un regard plus favorable sur les étrangers en France. Là encore, je vais peut-être choquer, mais je vais vous le dire. Aujourd'hui en France, ça paye plus d'avoir des enfants, d'avoir une vie familiale établie sur le territoire national, que de travailler. Et je vais vous le dire, c'est choquant,
de l'entendre. Oui, mais c'est aujourd'hui cela, le droit des étrangers. C'est aujourd'hui cela, le droit des étrangers. Combien d'OQTF par an? 150 000. La France est le premier pays européen en matière d'OQTF. 150 000 OQTF par an. Vous avez derrière l'Allemagne 44 000. Regardez le gap. Il y a 110 000 OQTF en moins prononcés en Allemagne. Mieux exécutés. Mais en France, on en prononce tous les matins. On en prononce tous les matins. On a l'impression que justement les préfectures ne font que ça. Que ça soit, les dossiers ne sont pas étudiés, et puis on prend des mesures pour sanctionner les gens qui sont sur le territoire et qui parfois ont des situations qui justifient qu'elles soient admises au séjour. Donc j'ai parlé de deux catégories. Les types de séjour afférents à la vie privée et familiale. Qu'est-ce que vous devez entendre par vie privée et familiale? Eh bien, ce sont des liens personnels et familiaux. Parce que dans chaque situation, on va apprécier cela. On va apprécier l'intensité de vos liens. Et on va mettre une sorte de balance pour savoir l'individu qui souhaite être admis au séjour. Quels sont ses liens personnels et familiaux sur le territoire national? Mais encore, quels sont ses liens personnels et familiaux dans son pays d'origine? C'est cette balance-là qui est faite par l'autorité préfectorale. On va vérifier si les liens que vous avez sur le territoire national supplantent ceux que vous avez dans votre pays d'origine. Je prends un exemple très concret. Monsieur est sur le territoire national depuis 7 ans, 5 ans, 6 ans. Il a femme et enfants sur le territoire national. Il n'a plus de membres de famille dans son pays d'origine. Le tribunal, ou après le préfet, pourra estimer que cet individu-là a fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux. C'est un critère, mais qui ne suffit pas à lui tout seul, parce qu'il faut d'autres choses. Il faut des preuves d'une intégration sur le territoire national. La compréhension de la langue française, qui va devenir une condition sine qua non, prochainement, de délivrance des titres de séjour. Parce que bien sûr, la France veut, et le ministre l'a souvent rappelé, on va déterminer par votre compréhension de la langue française que vous êtes intégré. Parce qu'il y a des personnes, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont présentes sur le territoire national depuis un certain nombre d'années et qui n'ont malheureusement pas la latitude de s'exprimer en langue française. Donc il y a cette compréhension de la langue française, mais il y a aussi le travail. Donc même dans la vie privée familiale, il y a un peu de travail. À défaut de travail, peut-être une participation à la vie associative. C'est aussi quelque chose que certains oublient. Parce que bien sûr, je suis le premier à le dire, vous le verrez sur l'ensemble de mes médias sociaux, c'est public chez moi. Il y a une hypocrisie française de dire on va délivrer des titres de séjour salariés aux étrangers qui travaillent. Mais lequel d'entre vous peut me dire ici, en ouvrant le code du travail, quelles sont les permissions qui sont faites d'embaucher un ressortissant étranger? C'est de l'hypocrisie institutionnelle. Travaillez, vous aurez un titre de séjour. Mais attention, l'employeur qui vous embauche, il va finir au tribunal correctionnel. L'employeur qui vous embauche, il va payer une taxe à l'OFII qui va lui faire fermer sa société. L'employeur qui vous embauche, s'il est un ressortissant étranger, il va perdre son titre de séjour. C'est-à-dire que moi, fiction, je suis sénégalais, j'ai une société, je décide d'embaucher à Lyon, j'ai une carte de résident, et puis c'est découvert. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais répondre de l'embauche d'un étranger sans autorisation de travail, sans titre de séjour au tribunal correctionnel, fait pour lesquels je peux prendre parfois jusqu'à 10 ans suivant les conditions. Première sanction. Une sanction administrative pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous allez vous prendre derrière un redressement de l'URSSAF pour les charges non réglées. Et puis, si vous avez un titre de séjour, vous allez perdre votre titre de séjour. Je vais vous le dire encore à nouveau, je salue la solidarité de ceux qui, en dépit de ces barrières légales-là, acceptent d'embaucher un ressortissant étranger. Je ne parle pas de ceux qui vont mépriser vos droits, vous exploiter, mais c'est à saluer. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas sûr que, étranger, j'aurais fait la même chose. Vu les risques
afférents à cette situation-là. Je fais du droit des étrangers, je fais aussi du droit pénal, et j'accompagne beaucoup de professionnels qui parfois méconnaissent finalement les règles qui leur sont applicables. Je vais prendre le cas d'une dame, de manière totalement innocente, qui a lu justement tout ce qui était en lien avec les métiers en tension l'an dernier, et puis qui décide d'embaucher son mari. Elle décide de faire un contrat à son mari, et son mari lui dit, tu peux aussi faire un contrat à mon ami, ton acte. Elle fait 2 contrats. Elle a son comptable qui les déclare. Donc il y a la déclaration préalable à l'embauche qui est faite. Et puis un soir, elle est approchée par une dame sur les réseaux sociaux qui lui dit, écoutez, votre salon, j'aimerais bien venir y travailler. Bon, j'ai vu que vous avez une offre d'emploi. Elle dit, oui, j'ai une offre d'emploi. Ton acte. Elle lui dit, moi je suis à l'hôpital, je dois accoucher. Vous allez sur place, vous verrez mon mari, et puis vous allez faire votre période d'essai. Si elle est concluante, je vais vous faire un contrat. Aussitôt, la dame installée dans le salon de coiffure, à 10h, à 14h, vous avez la police qui débarque. Contrôle de tout le monde. Et puis, la dame qui est à l'hôpital, on la convoque ultérieurement. C'est elle qui est la représentante légale de cette entreprise-là. Et puis pour elle, c'est la totale. Elle a une carte de résident, réfugiée en plus, qui lui est retirée par le préfet de police. Elle comparaît au tribunal correctionnel à mes côtés. Et puis, il y a ses employés qui sont donc priés de prendre la porte. C'est parti de quoi? Certainement. 406 titres de séjour. C'était 500. J'ai obtenu 406 titres de séjour. Vie privée familiale, salariés et autres. Demandez à n'importe qui d'entre vous pourquoi tu es venu en France. Il ne sait pas l'objectif. Il va dire je suis venu gagner de l'argent. Demandez un autre pour le pourquoi. Je veux qu'on soit factuel. Tout ce que je vois, je vais directement sur la chose. Lui, il dit c'est la France, c'est vous. Moi, je suis direct. Et je vais vous montrer ça. Quels sont les obstacles à la régularisation? Vous pouvez avoir 1000 preuves, 1000 fiches de paye, sans les preuves de présence, dont 6 minimum par année ou 8 maximum par année, il n'y a pas de titre de séjour. J'ai dit, vous pouvez avoir 10 000 fiches de paye de Macron, de président Macron, vous n'aurez pas de titre de séjour. Et les titres de séjour, les preuves sont de quoi? C'est de qualité, quantité et diversité. C'est-à-dire, si je suis venu en 2018, je vous dis que directement, je vous dis quelque chose qu'on peut toucher, le factuel. Je suis venu en 2018, je dois présenter 6 preuves. Les preuves doivent être, quand on dit quantité, c'est-à-dire 6 ou 8. C'est-à-dire de janvier à février, je dois présenter 2 fiches de différentes. C'est ce qu'on appelle qualité et diversité. C'est-à-dire, je donne un relevé bancaire à janvier. Février, je ne peux pas donner relevé. Je dois donner Navi. Maintenant, je quitte janvier-février. Je ne peux pas aller à mai-juin. En donnant janvier-février, c'est mars-avril. Mars-avril, je ne peux pas donner les 2 preuves que j'ai données ici. Je donne 2 autres preuves qui sont différentes de ces 2-là. Janvier-février, mars-avril, mai-juin. Je donne 2 autres preuves qui sont différentes de ces. Après, janvier, février, mars, avril, mai, juin, je prends juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pour permettre de dire que j'étais durant toute l'année en France. J'ai dit, ce qui nous élimine, c'est quoi? Quels sont les obstacles de notre régularisation? C'est ce que je vais vous montrer. L'asile, 99% de ce qu'ils demandent, c'est que quand nous venons en France, la première personne qui nous accueille, durant la nuit, il nous tourmente. Tant que vous donnez votre AME, il va vous donner, tant que vous payez, il va vous donner un certificat médical. Mais vous oubliez qu'il y a un collège des médecins de l'OFI qui se réunissent pour regarder ton cas. Quand ils regardent le cas, ils appellent Dakar. Dakar, est-ce que cette maladie dont souffre telle personne peut être suivie à Dakar? Il dit oui. Le titre de séjour est délivré. Pourquoi le titre de séjour est délivré maintenant? Pour te permettre que quand tu auras le titre de séjour, la première chose c'est de faire le changement des statuts. Les gens ne font pas le changement
il continue à vouloir que, comment moi, Abdoulaye Diagne, je suis malade, la France me soigne. C'est la France qui doit me soigner ou bien le Sénégal? C'est le Sénégal qui doit me soigner. Je ne peux pas venir en France pour être soigné en France. Gratuitement, et je continue à renouveler ce titre de séjour. Alors que derrière le titre de séjour, c'est écrit autorisé à pour te dire que va faire un changement de statut. Quand ils vont diagnostiquer et regarder que la maladie dont tu souffres peut être traitée dans ton pays, l'OQTF va